Bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Et je ne suis pas seul, bonjour Margot. On va retrouver des choses qu'on a déjà évoquées dans certaines autres vidéos. Mais là, c'est du très très lourd, car nous sommes aujourd'hui invités dans un endroit complètement fou, complètement invraisemblable. C'est parti pour cette découverte ensemble. Salut! Bonjour Charlotte! Bonjour Simon! Nous voici tous ensemble pour partager un moment assez unique, je pense. Simon de Dojo Vagabond, on va un petit peu expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu proposes ici à Lille et quelle est ta démarche. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous fasses un petit tour du propriétaire, que tu nous montres un petit peu où nous sommes et ce qu'on va faire ici ensemble. On va faire ça tout de suite. Donc alors bienvenue chez moi. Donc c'est ici que je reçois les personnes à Lille. Pourquoi, on va vous dire tout de suite. On est dans un appartement art déco des années 20. Ça se prête bien à mon activité. Je vous invite à vous installer pour vous présenter ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti, c'est bon, je te suis. Bonjour Simon. Bonjour Benjamin. Bienvenue dans Curiosity. On va aujourd'hui parler de ton activité, parler un petit peu, on va visiter vraiment ce lieu que tu as créé, cette ambiance que tu as inventée. Déjà, j'aimerais savoir d'où viens-tu, qui es-tu, quel est ton parcours? Alors, je m'appelle Simon Delba, j'ai 26 ans. Je viens de l'Avesnois, donc le fin fond du nord de la France. D'accord, voilà. Ok, donc un vrai nordiste. Ouais, vrai nordiste. Ok. Mon parcours, en fait, je suis arrivé à Lille il y a maintenant 7 ans. D'accord. Et pendant ces 7 ans, j'ai eu un parcours à travers le thé et le Japon. Ok. Donc d'abord par le dojo zen de Lille, on pratique la méditation japonaise. Ok. Et j'ai travaillé dans l'univers du thé également. D'accord. Et surtout, j'ai rencontré mon professeur. Professeur, dans quel domaine? Parce qu'on n'a pas encore évoqué l'activité en tant que telle. La cérémonie du thé japonaise, le chanoyu. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de chanoyu, vous l'avez compris. On a déjà évoqué le chanoyu durant différentes vidéos qu'on a faites auparavant chez Curiosity, mais là, on va faire une chanoyu particulière et surtout, on va parler de ce personnage du dojo vagabond, le vagabond qui réalise des cérémonies du thé en France. Donc j'ai trouvé que c'était un personnage assez atypique à vous présenter. Simon, maintenant qui est un ami, j'ai plaisir à le visiter, je voulais vraiment vous mettre dans cette immersion avec moi. Donc effectivement, tu pratiques la cérémonie du thé japonaise. Ouais. Voilà. Et pour rebondir là-dessus sur le nom vagabond, Ouais, c'était vraiment parce que l'esprit du thé, c'est la transmission. Et donc voilà, la pièce, faire le thé, c'est pas que la pièce à thé chez moi. C'est aussi faire chez les gens des événements, le faire découvrir, le partager. Parce qu'en fait, en France, c'est inconnu, ou c'est un fantasme. Les gens ils s'imaginent des choses, et se montrer la réalité aux gens et partager, c'est important. Ouais, on est vraiment dans la même démarche dans ce cas, parce que vraiment moi c'est ce que je veux faire aussi, démystifier le thé, le rendre plus simple, plus près des gens. C'est ce que tu fais aussi avec la cérémonie du thé, donc ça tombe très bien. Tu es de quelle école? Parce que vous le savez, on en a parlé durant la dernière vidéo sur le sujet. Moi je crois qu'elle était Omote Senke. Voilà, dans la vidéo. Tu l'avais vu cette vidéo? Ok. Et donc là c'est marrant parce que tu es de l'école Urasenke. Urasenke. Voilà, Urasenke, donc il y a pas mal de différences. Hein, donc on va pouvoir l'observer, tu pourras peut-être nous en dire plus. En fait, c'est une école sœur, Omote Senke. Mais voilà, comme au Japon, dans le thé, dans les kebana, etc., il y a 1000 écoles. C'est ça. Il y a 1000 différences. Donc c'est intéressant de voir les petits détails. Toujours en fait issu effectivement des enseignements de Sen no Rikyū. Hein. On retrouve toujours le Sen
Senke, Ura Senke, Omote Senke, Mushanoko Oji Senke. Il y a toujours cette paternité de Sen no Rikyu. Et Sen no Rikyu, tu as plusieurs représentations de lui. Oui. Ça, on va le voir, mais il a une collection d'objets phénoménale, on peut le dire. Hein, sur l'île, je pense que tu fais partie des gens qui ont des pièces incroyables. Donc on va regarder tout ça en détail. Moi, je voulais juste, pour terminer ce mini-entretien qui permet de te présenter, je voulais juste savoir quelle est ta vision du thé, pourquoi tu t'intéresses autant au thé, au-delà de la cérémonie. Ouais, au-delà de la cérémonie. Ouais. Mais en fait, le thé, bon, ça y est quand même un boom. Ouais. En France, ça y est, on se rend compte de la richesse du produit. Et en fait, ça arrivait vraiment tard chez nous. Nous, on est habitués au thé voilà, parfumé, le thé, le sucre, le lait, machin, les arômes artificiels. Là, c'est naturel. Enfin, on est le territoire des bons produits. On a une richesse du vin, du fromage, etc. Et pourquoi on ne serait pas dégusté du thé comme il faut? Faut vraiment cultiver notre palais là-dessus. Il y a plein de goûts, il y a plein de choses à découvrir. Faut se lancer, quoi. C'est maintenant ou jamais. Là, je pense qu'il a tout dit. Hein. Je pense que là, le message devrait passer. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec cette cérémonie du thé, parce que je crois que tu choisis aussi tes matchas pour leur goût, pour leur origine. Et puis, effectivement, vous le savez, normalement, on va boire que du matcha aujourd'hui, parce que la cérémonie du thé, Chanoyu ou Saado, c'est vraiment que le matcha. Donc toi, effectivement, tu es plutôt spécialisé dans le matcha au niveau du thé. Mais voilà, ça ouvre une porte, c'est ce qui vous dit, c'est que soyez curieux, lancez-vous, voilà, cultivez votre curiosité, parce que c'est très important de sortir un petit peu de l'impasse dans lequel on est un peu dans le thé aujourd'hui en Europe. Loin de nous l'idée de dénigrer les thés parfumés qui peuvent être intéressants, mais essayons d'élever un petit peu la question et puis de proposer des produits uniques. Alors c'est parti pour une séance de Chanoyu très particulière. Tu nous as réservé une séance bien spécifique pour moi qui ne l'ai pas encore faite, celle-là. Tu vas d'abord nous montrer la pièce à thé que je n'ai pas encore montrée, et puis on va passer à la cérémonie, on fera un petit débrief à la fin. C'est parti.
Ochinai ni itashimasu. Je vais terminer la cérémonie. Qu'est-ce que le chaire? Alors le chaire, le contenant à thé, est un chaire en forme de bunrin. Il vient du four de Seto. Il est du 19e siècle. Qui a fait le shashaku? Alors le shashaku a été réalisé par Sabozai Oyemoto et il porte le nom d'Aruma. Quel est le tissu du shifuku? C'est un densu, donc un tissu simple, sans fil d'or ni d'argent. Il est assez épuré et il a été réalisé par Yuko. Merci en tout cas pour la cérémonie, d'avoir été mes invités d'aujourd'hui. Merci. Anthony, arigatou gozaimasu. Voilà, donc la cérémonie du Koicha d'aujourd'hui est terminée. On voulait faire un petit débrief pour savoir ce que chacun en a pensé. J'ai envie de dire honneur aux dames. Donc Margot, qu'est-ce que tu as pensé de cette cérémonie du thé? Alors pour moi c'était une première déjà. J'ai passé un très bon moment hors du temps, puisqu'on est un peu coupé du temps pendant ce moment. J'ai trouvé qu'il y avait de très beaux gestes, ça raconte une histoire tout en précision, avec des petites précisions. Ok. Et toi Simon, qu'est-ce que tu as pensé de tes invités du coup du jour Parfait, non, vous étiez très calme, donc c'est bien, ça participe à l'atmosphère en fait. C'est vraiment ce moment de repos, de calme et d'osmose. Tout le monde on se pose, on prend le temps, ce qu'on fait pas assez de nos jours. C'est clair. Et c'était intéressant, en plus première cérémonie du thé, en plus on commence par un koicha. Donc le koicha, la dégustation du thé épais, et ce qui est déjà un peu plus formel. Donc ça demandait beaucoup de salut, etc. Mais donc t'as joué le jeu, donc c'était parfait. Ok, top. Je vais terminer en disant que pour moi c'était génial aussi, déjà de partager avec toi, parce qu'on en parle depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on me dit attends, on se rencontre, faire une cérémonie du thé et tout. En plus celle du Koicha, ça m'a beaucoup plu parce que je l'avais jamais faite. Donc pareil, c'était une première pour moi en ce sens. La partager avec toi Margot, c'était top aussi, parce qu'on en parle depuis pas mal de temps de la cérémonie du thé. Oui, un très beau moment de partage. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment le but de ce genre de cérémonie, même s'il y a le côté formel, cérémonial, il y a aussi le côté du partage. Ichigo Ichihai, comme on dit à chaque fois. Une fois, une rencontre, côté éphémère et unique de chaque moment. Donc c'était vraiment cool. Et ce que je te propose maintenant Simon, c'est que tu nous montres ta collection assez rapidement, tes plus beaux objets que tu as autour de cette pièce. On va sortir du chashitsu, donc de la pièce à thé, pour vraiment venir découvrir les objets que renferme cette grande pièce qui est ton salon, bel et bien. Donc, je vais vous présenter les objets utilisés durant la cérémonie du thé. Donc tout d'abord, on a ici la boîte à gâteau, ce qui est utilisé dans le koicha, et seulement dans le thé épais. Car les invités ils vont manger au début de la cérémonie, parce que voilà, c'est un thé très puissant, très fort, donc il faut manger du sucré pour se préparer le palais en fait. D'accord. Ensuite on a donc le chaiwan, le bol. Là on est sur un bol raku, mais de style oribe, ce qui est plutôt rare en fait. Et donc c'est un bol qui s'appelle raku, donc joie, bonheur, parce que il procure dans les mains une sensation de chaleur agréable. À l'inverse de certains bols qui deviennent assez chauds, brûlants, lui il est vraiment agréable et c'est vraiment des bols à thé d'une grande réputation. D'accord. La Kuyaki, on rappelle, qui a été un mouvement fondé par Senno Rikyu lui-même, en collaboration avec un potier qui avait des origines chinoises, et donc on sent effectivement beaucoup d'influence dans ce mouvement, qui se rapproche beaucoup du côté brut, naturel, mais imparfait. C'est ça, exactement. Donc vraiment ce goût du wabi-sabi comme les japonais. La simplicité, le brut et la part du feu, en fait, vraiment le bol, il vit dans le four, il se déforme, etc. Et c'est la surprise. Est-ce qu'il va exploser à la sortie du four? Est-ce qu'il va être déforme et ça devenir un objet d'art à la réputation, on va dire, nationale? C'est la surprise, en fait. C'est vraiment la nature, la part de la nature. C'est ça, ouais. Le wabi-sabi dans toute sa splendeur au service du wabi-cha. C'est ça, du thé simple. Ouais. Et effectivement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce raku, c'est que la trace verte, qui est absolument magnifique, la coulée verte là,
en fait ton koicha avait la même couleur, quoi, exactement la même couleur. Donc on a l'impression que cette trace verte, cette coulée est comme un koicha qui a imprégné le bol. Donc il y a un côté très poétique là-dedans. J'ai beaucoup aimé aussi ton chasen que j'ai trouvé très beau, très bien fini. Mais donc en plus c'est ça qui est important, le chasen, il y a également des chasen dédiés au koicha en fait. On a vraiment le chasen pour le uzucha, le thé léger, et le chasen pour le koicha, parce que c'est un thé pas fouetté et battu, donc il faut vraiment... tous les objets ils vont changer pour que ce thé soit parfait. Ce qu'on a vu, c'est que tu caressais quoi, le fond du bol, c'est beaucoup plus une caresse que comme si tu étais avec une grosse brosse dans un pain, avec un pinceau. Donc vraiment, il faut entendre ce frottement qu'on a pu entendre dans la vidéo, parce que c'est le signe d'un koicha bien préparé, bien fouetté, bien battu. Et tu m'avais dit aussi quelques petites choses sur le contenant à thé. Voilà. Les chairé en fait sont donc les contenants à thé pour le koicha. Voilà, c'est inspiré des pots à médicaments chinois en fait, antiques. Et on aura donc toujours cette composition. D'abord, l'objet qui va protéger le chairé, la pochette en tissu. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Le shifuku. Ensuite, le chairé en lui-même, qui est, voilà, comme les bols, de nombreux fours, de nombreux styles, des objets plus ou moins rares. Et petite particularité, voilà. La petite feuille d'or qui est importante. En fait, on a un couvercle en ivoire. Ouais, ok. Et on aura cette petite feuille d'or qui en fait aurait la propriété de conserver le thé en fait. D'accord. Et pas altérer le goût pendant qu'il est dans le chairé. Est-ce qu'il reste un peu de thé dedans ou t'as tout utilisé? Là, il en reste un tout petit peu au fond. Un tout petit peu au fond, ouais. C'est vraiment pour vous dire la quantité de matcha qu'on utilise pour un koicha. Pour un koicha, c'est assez phénoménal. On est à combien de grammes t'estimerais On va dire 10 ou 15 grammes. Ouais, 10 ou 15 grammes, vous en rendez compte? Pour un usucha, des fois ça peut être juste 2-3 grammes. C'est ça, ouais, voilà. Et en plus là, sachant que vous étiez deux, oui. Donc, là on peut monter jusque 3 invités. Et dans certains cas au Japon, plus rare, on fait un koicha pour 5. Donc là vraiment c'est notre cérémonie. Ouais. De toute façon les cérémonies on existe plein de variantes. Et donc les manières de faire le thé, on peut dire c'est limité. Hein. Ouais. Bah justement, parlant de manière de faire le thé, j'aimerais que tu nous montres un petit peu les objets que tu as, très rapidement, les objets que tu affectionnes le plus. Ouais, en fait, voilà, bon, quand tu dis ce mot-là, j'ai ce bol, ouais. J'aime beaucoup, en fait, c'est un cadeau de mon professeur de thé. Et donc on est sur un bol chino de 18e siècle, et il possède, comme on peut le voir, une belle restauration alors. Oui, restauration type kintsugi, qui est magnifique. Et donc là, vraiment, il y a ce côté très brut. Et puis, je vais te montrer le dessous et l'intérieur aussi. Voilà, ouais. Tu vois cette belle couleur il y a vraiment de la matière. Et ça, c'est voilà, la terre, tu vois. Le bizen, alors le bizen, c'est vraiment le brut. Ce qu'on peut retrouver ici, c'est... Il n'y a pas de patine, c'est vraiment les retombées de cendres. D'accord. Qui vont faire les colorations. Ok. Le seto, le mishima, donc d'influence coréenne. C'est ça, ouais. Ça, c'est un bol de style chinois. Ça, c'est bien aussi, c'est assez rare. De production japonaise au 19e, mais sur le modèle d'un bol chinois. D'accord. Parce que les bols chinois, en fait, à l'époque, c'était vraiment des objets qui créaient des conflits, des guerres, par leur prix et leur valeur. Et en fait, ça n'a pas beaucoup changé. C'est des objets très très rares. Donc on trouve des pièces anciennes de style chinoise qui ont été produites au Japon, mais des vraies pièces chinoises, c'est assez rare au final. D'accord. Justement, dans la même thématique, ça, c'est un pot à eau froide bizen, donc on voit le côté brut japonais. Les traces de pouces du potier, etc. Oui, ça, et là, on a l'autre exemple, le mizuzetsu rien à voir. De style chinois. Style chinois qui est vraiment bel et bien peint, affirmé. Parce que eux, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a un défaut, la pièce, on la casse, c'est tout. C'est ça. Pas de valeur. Exactement. Le Japon, c'est difforme, c'est vivant. C'est ça. Voilà, le potier, là, il y a ses traces de pouces. Lui, il est mort il y a 300 ans. Il est toujours là, voilà, exactement. Exactement. Plus en dessous, qu'est-ce que tu auras à nous montrer? Les petits pots à gâteau. Donc on a selon les saisons, la période, si on veut s'amuser, les petits poissons, vraiment. C'est ça. Voilà, pareil. En fait, c'est limité. Que ce soit les objets à gâteau, Et ça, tu t'en sers pour quoi du coup? Ça, c'est des petits contenants à thé. Ok aussi. Qu'on peut utiliser également. Et puis bon, là, on a le ishaku. Ishaku. Ouais, pour reposer le hishaku. Ok. Futaoki pour poser l'ishaku. C'est ça, ouais, pour poser la cuillère en bambou qu'on a vu tout à l'heure. Des petits pots à thé, des cuillères. Ça, c'est le genre de contenant qu'on va retrouver pour les cuillères à thé en fait. Oui, c'est ça, exactement. Oui, en fait, les boîtes comme c'est un objet important, la cuillère, elle possède son étui. Et sur l'étui, on va retrouver le nom de la cuillère, l'artisan, etc. En fait. C'est ça, ce que tu disais, c'est que c'est des objets qui ont des noms, quoi, une identité. Ils ont une vraie identité, une vraie personnalité.
et ils ont un linéage. Donc on va retrouver les anciens propriétaires, etc. Et en fait, les boîtes à thé, c'est pareil, les boîtes à bol. Après, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées au 19e siècle, etc. en Europe, où ça a été perdu. Parce qu'en fait, pour les Européens, bon, ils ne savaient pas lire, qui était écrit, et puis pour eux, c'était juste de la déco, ils l'ont jeté. Donc on a beaucoup de bols comme ça qui ont été perdus. Enfin, on n'aura jamais leur origine. On peut reconnaître le style, etc., mais on ne saura jamais la datation exacte ou le nom de l'artisan. Ok, et il y avait, je crois, une pièce qui te tient beaucoup à cœur en bas, là, vraiment, que tu me disais que c'était quelque chose d'assez incroyable. Et donc là, on est tu nous expliques un peu. Mizusachi Seto, qui a sa boîte juste ici d'origine. Donc lui, pour le coup, on a encore la boîte. Oh là là, ça en fait, la boîte laquée noire, bon, là avec le temps. Bah oui, voilà, c'est un vieil objet. Qui envoie ici les écritures, hein, qui en fait sont tellement anciennes que beaucoup de Japonais n'arrivent pas à les lire. C'est ça, ouais. Effectivement, c'est une forme de japonais assez ancien. Qu'aujourd'hui, déjà, c'est cursif, donc faut savoir bien le lire. Et puis derrière, effectivement, j'imagine des lectures de kanji qui sont anciennes, qu'on ne fait plus. J'ai fait appel à des universitaires, etc. La plupart, ils ont pas réussi. C'est ça. Et au bout d'un an, j'ai eu des réponses. Et donc là, on est vraiment sur une belle pièce, bon, avec les deux restaurations. Oui, voilà, là, restauration. C'est le four de Seto, restauration à l'or. Hein. Le couvercle qui était noir à l'origine, qui a bruni. Oui, et ça c'est incroyable en fait, même l'or a aussi légèrement bruni. C'est ça. Ça fait un côté cuivre qui est magnifique. Et là, on est vraiment sur le 16e siècle. Hein. Donc une pièce vraiment ancienne. Et, 16e siècle, vous vous rendez compte? Incroyable. La période du maître de thé Senno Rikyu. Donc là, on est vraiment sur un objet, mais presque ancestral, quoi. C'est vraiment une pièce qu'il fallait montrer. Ouais, c'est ça. On va passer de l'autre côté. Je voudrais que tu me montres un petit peu les quelques petites choses que tu as là. Tu m'avais dit que ça. Donc ça, on a une belle estampe. Ouais. Après, qui est endommagée, mais bon, moi ça me. Qui est d'origine, hein. Ouais, c'est pas une réimpression, quoi. Des très bon état. Celle-ci est endommagée, mais c'est pas un problème, c'est dans son jus. Oui, voilà. Exactement. Et en fait, là, on a le portrait d'un général, et ici, on a tous ces faits d'armes, en fait. Chose qui tenait beaucoup à cœur aux familles à l'époque, vraiment les exploits de l'ancêtre. Tout à fait. C'est ce qu'ils affichaient dans la maison, vraiment tous les petits exploits, vrais ou faux. C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Une belle statue de Senno Rikyu, justement. Senno Rikyu. Et tu me disais tout à l'heure que pendant une période, c'était interdit de le reproduire. Suite à sa demande de seppuku, donc de suicide rituel, par Hideyoshi, le shogun de l'époque, ça a été interdit la reproduction. Donc on n'avait pas le droit d'avoir des estampes avec lui, des kakimonos, des statues. Après cette période, ça a été autorisé de nouveau. Et donc le petit détail amusant sur cette statue, c'est qu'on voit vraiment la main là qui froisse le papier de l'éventail. Et en fait cet éventail, il représente, c'est vraiment l'éventail qu'on peut retrouver chez le shogun, les généraux, etc. Et donc cette manière de le tenir, qui est inhabituelle, un japonais ferait jamais ça, c'est vraiment, ça représente vraiment Rikyu qui était un rebelle à l'époque et qui froisse le pouvoir. Voilà, provocation sociale, vraiment presque un des premiers syndicalistes de l'histoire, hein, ces personnages. Pour ceux qui connaissent pas Senno Rikyu, c'est vraiment un personnage qui est historique dans la cérémonie du thé, qui l'a vraiment codifié plus que n'importe qui, ritualisé, et en fait, effectivement, a fini par lui être infligé la sentence du seppuku, donc on lui a demandé de se suicider suite à ces nombreuses actions qui ont déplu au pouvoir, donc notamment au shogun Toyotomi Hideyoshi. Et voilà, pour la petite histoire, on ne sait pas vraiment la raison qui a vraiment fait, qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, mais pour autant il l'a fait, il s'est vraiment suicidé. Mais comme on le voit ici, derrière il a été encore plus puni parce qu'il n'avait plus le droit d'être représenté, c'est-à-dire qu'on dit que sa mémoire ne doit surtout pas être perpétrée, mais pour autant aujourd'hui, les 3 écoles de cérémonie du thé lui sont dédiées, proviennent de ses enseignements, et puis aujourd'hui voilà, il est estimé plus que n'importe qui dans le monde du thé japonais. Donc voilà, effectivement c'est un personnage passionnant, on en reparlera sur la chaîne. Et ces 3 bols là, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que c'est? Des bols à thé qui sont pas japonais, qui sont vraiment dans l'esprit brut et wabi-sabi au possible. Et en fait ça c'est des créations de Simon Manoa, qui est un céramiste français. Voilà, en Rhône-Alpes. C'est ça, voilà. Et donc lui, il fait vraiment les choses traditionnellement. Il a un vrai four à l'ancienne. Il va chercher sa terre dans la montagne, dans la forêt. Il revient avec son panier. C'est incroyable ça. Voilà. Puis il fait la méditation, il fait ses bols. Donc lui, en fait, c'est presque un phénomène dans la céramique. Intéressant, peut-être un monsieur à aller voir également. Alors, et il y a aussi des publications, des livres que tu as, des ouvrages en rapport avec le thé. Alors moi je vois là, ça c'est ce qui a capté mon regard dès le début. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, ce sont ce qu'on appelle les green books, les livres verts.
Et en fait, ce sont des livres qui renferment les enseignements du thé de mon école. Voilà. Donc il n'y a quasiment aucun texte en fait. Non, c'est vraiment des livres photos. Le but, c'était aussi l'esprit de rendre accessible. Même pour moi, voilà. Voilà, même pour les étrangers qui apprennent, qui savent pas lire le japonais, peuvent quand même comprendre. Voilà. Et puis, c'est les livres de référence. Et voilà, donc, comme on voit, la gestuelle, etc. Chaque geste découpé. Photo par photo. Et en fait, le thé, c'est aussi ça. C'est beaucoup de détails. Mais c'est aussi la voie de l'imperfection, de l'erreur. C'est ce que Rikyū il a enseigné. Le show continue, on continue. Voilà. On casse pas cette ambiance. Au final, c'est un détail, c'est un objet qui a mal bougé sur une planète. Ça n'a pas d'importance. C'est ça. L'instant il continue, on respire. Et du coup, il y a d'autres livres aussi, moi qui m'avaient plu, que j'avais regardé la dernière fois, et je voudrais que tu les présentes un petit peu. Des gens que tu connais aussi, qui ont fait des publications sur le thé. Les livres qui concernent le thé, mais le thé en général quoi. Donc voilà, par exemple là on a l'Empire du thé de Catherine Rougeventre. Qui est une donc référence. Ça c'est une référence absolue. Sur le thé chinois, c'est vraiment. De toute façon, déjà on voit la taille de l'écriture. Non, on a compris. Franchement, l'amateur de thé de Chine, c'est la Bible. Ouais, c'est ça. Thé, voilà. Après, très important, le guide des thés du Japon. Oui. De Valérie Dougnaud. Pour les amateurs, c'est voilà. Donc en plus, au-delà de l'aspect, il y a l'aspect historique qui est vachement présenté. Donc justement, c'est Rikyū, la cérémonie et surtout le thé comme on a pu déguster ensemble hier. Oui, tout à fait. L'atelier d'hier. Donc vraiment le goût, la culture, enfin toutes ces questions qu'on se pose pas forcément parce qu'au final nous on connaît ici en Europe, comme je disais tout à l'heure, le petit sachet à mamie. Voilà, c'est ça. Donc, là, vraiment, on a imprégné de la culture, c'est vraiment chouette. Et tu sais ce qui est assez ouf avec cet ouvrage, c'est que moi, en fait, une boutique de thé où je suis allé à Tokyo, dans un quartier que j'adore, que j'ai filmé justement dans une de mes vidéos vlog au Japon, et ben en fait, le gars avait ce bouquin. Et quand il a vu que j'étais Fransujin, que j'étais français, il m'a dit j'ai un livre sur les thés japonais en français. Et il me l'a montré. Donc c'est marrant, il la connaissait parce qu'elle avait pas mal étudié les thés de Saitama. Donc effectivement, ça c'était assez agréable. Et pour terminer, j'avais vu quelques livres sur la cérémonie du thé. Est-ce que tu peux nous présenter un ou deux que tu apprécies, que tu trouves pertinent par rapport à ton approche Déjà, lire ça, Vie du thé, esprit du thé. D'accord. Soshi Sutsen. En fait, c'est le maître de l'école Urasenke, simplement. Et en fait, il a écrit un livre, petit livre, mais ça renferme vraiment l'esprit du thé. C'est vraiment bien résumé, c'est accessible. Parce qu'il y a certains livres, c'est comme dans le bouddhisme zen, etc. Faut pas les lire. Ouais. Commencer par ça, c'est impossible. Ouais. Comme les livres de. Trop deep quoi. Il y a les livres de Suzuki qui parlent du bouddhisme zen. Barré quoi. Voilà, faut pas commencer par là. Mais donc ça c'est accessible. Ou après un roman très très chouette qui s'appelle La mort du maître de thé. Et donc qui est un ouvrage justement sur la vie de Rikyū. Ok. Donc c'est un peu romancé, etc. Et on comprend bien l'atmosphère de la pièce à thé, c'est bien décrit. Donc comme toi, je crois que je l'ai ce bouquin, je crois que j'avais commencé à le lire parce que justement j'étais passionné par cette question du seppuku de Rikyū. On se dit mais comment ça a pu arriver cette histoire. Et donc ça donne des pistes intéressantes, historiques, et puis ça peut faire vivre un peu l'esprit du thé, donc l'ambiance qu'il y a dans la pièce, l'atmosphère, la luminosité, etc. Ok. Bon, ça change pas que essayer une cérémonie du thé en vrai. ouais, c'est vraiment faut la vivre, hein. Faut la vivre. Et peut-être terminer sur les objets que toi aussi, en dehors de la cérémonie du thé, qui te plaisent. Parce que je sais que tu as ouvert une échoppe, l'échoppe du vagabond, ça fait partie aussi de tes projets. Et je voulais effectivement en parler aux gens. Donc s'il y a 2-3 choses à montrer. En fait, c'est une petite boutique que je vais ouvrir en ligne. Et donc où je vais vendre pas mal d'objets japonais, toujours traditionnels. Donc par exemple là on a les kokeshi, donc ça représente bien l'artisanat japonais classique. Donc là on est hors du monde du thé, mais pourtant on est sur des choses, voilà, c'est pareil, il y a un esprit, une transmission, c'est des familles qui font ça depuis des générations. Donc c'est ces petites poupées qui viennent du nord de l'archipel à l'origine, et en fait qui sont offertes pour les mariages, les naissances, etc. D'accord. Et donc c'est pour ça, les modèles traditionnels comme là, on a la tête bien ronde, parce que voilà, faut l'enfant ait une bonne santé, c'est ça. D'accord. Et après maintenant on a toutes les versions modernes, donc que ce soit laqué, le petit chapeau, les samouraïs, etc. Et donc c'est des petits objets très beaux détails, hein, presque des espèces de peintures sur le bois. Ouais. Sur le mais de bois, toute façon c'est des objets tournés, le bois vieillit 5 ans, enfin, c'est vraiment des belles pièces aussi. Et peut-être un autre objet que tu vends aussi, ce que Margot portait, on va montrer. Je vais vendre pas mal, je pense, de Aori, de petites vestes.
que je porte aussi ça, également, vraiment, qu'on a vu sur la vidéo. Le vêtement parfait parce qu'en fait c'est simple. On n'est pas sur un kimono pour dames de 12 pièces, etc. C'est ça. Compliqué. Donc ça on peut le porter à la maison. Et maintenant ça se porte même de manière moderne. Donc dans la rue, beaucoup de femmes font ça au Japon et ici en France. Bien sûr, ouais. D'ailleurs, je vais partir avec. Yes, elle a fait ses deals. Donc celui-là exactement, vous pourrez pas le récupérer. En tout cas, quel moment incroyable. Viens nous rejoindre Margot, qu'on finisse ça en beauté. Viens aussi Charlotte, hein, parce que là vraiment merci Charlotte qui nous a aidés pour le filming. C'était vraiment un super moment. Cette cérémonie du thé. Vraiment, on en parle depuis longtemps, on voulait la faire tous ensemble. Donc merci à tous, c'était vraiment génial. Vous reverrez Simon, hein, ça c'est certain, un personnage récurrent comme on appelle ça dans les séries, personnage récurrent sur Curiosity. Et puis en tout cas, je pense que voilà, il y aura peut-être d'autres thématiques, d'autres choses qu'on pourra montrer, des événements qu'on fera aussi ensemble régulièrement. Allez le voir, on va mettre dans la description de la vidéo tous ces liens. Aussi bien pour venir faire une cérémonie du thé si vous êtes de passage à Lille, aussi bien pour le contacter si vous voulez qu'il se déplace aussi, je crois que tu le fais. Hein. Et également les shops du Vagabond parce que tu as des très belles choses aussi à offrir. Je sais que tu proposais aussi des bols à thé, donc ça va continuer, des arrivages qui seront fréquents. Merci pour toute cette curiosité, vraiment c'était un très bon moment de partage, j'espère que ça vous a tous bien plu. Et d'ici là je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Merci beaucoup.